sur Chic Influence Pop Courant Choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, je vous propose une petite escapade à la Principauté de Monaco. Faites vos jeux, car aujourd'hui nous pénétrons dans un lieu chargé d'histoire, en coulisses de l'incontournable Casino de Monte-Carlo. Venu de la Martinique, le chef Marcel Ravin répand désormais sa gastronomie raffinée à Monaco. Retour à Paris avec les adresses les plus royales de la capitale, dont repérage, découverte sous le signe des têtes couronnées. C'est dans les ateliers monégasques que nous avons découvert comment sont confectionnées les tables et roulettes de jeu, savoir-faire princier. Déniché aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. La belle idée du jour se loge sur les sommets de la Principauté de Monaco, enfin plutôt sur ses toits. L'idée est de faire rentrer l'agriculture dans le paysage urbain en faisant pousser fruits et légumes en plein sol, en haut des bâtiments monégasques. Particuliers ou professionnels, tout le monde y a droit, et nous, on se régale de ces récoltes citadines. Le style ne s'exprime pas qu'au travers d'une tenue, car quoi de plus raffiné que de la porcelaine à table? La faïencerie de Gien est née au XIXe siècle et connaît une renommée européenne incontestable. Reconnaissable grâce à ses motifs floraux et colorés, on retrouve même certaines pièces dans les métros parisiens, notamment comme encadrement aux affiches publicitaires. Qui a dit que le style se fanait au fil des âges? Dans leur ouvrage Chic, le guide qui donne du style, Christine et Lucille nous dévoilent le secret d'un look intemporel, surtout après 50 ans. Dompter la veste en jean, se reposer sur le t-shirt blanc ou tout miser sur les accessoires. Ici, c'est mode à tout âge et à tous les étages. Fashion forever. Ici, tenue correcte exigée et pour ça, quoi de mieux que le très chic nœud papillon? Délaissé un moment, il connaît une ascension fulgurante depuis quelques années. Ceux-là sont signés Colonel Moutarde et sont évidemment fabriqués en France. Imprimés originaux, traçabilité de fabrication. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à savoir le nouer. Derrière son image dorée, le Casino de Monte-Carlo cache de nombreuses anecdotes. Avis aux amateurs d'architecture et d'histoire, c'est en coulisses. Aujourd'hui, on vous attend sur votre 31 car nous avons rendez-vous avec le prestigieux Casino de Monte-Carlo. Ne comptez pas sur nous pour vous dévoiler les secrets de la roulette ou du blackjack, mais suivez-nous pour découvrir les secrets d'histoire de ce lieu emblématique de la Riviera, dans les pas de Churchill, du fantôme de l'opéra, le tout dans une ambiance très belle époque. Érigée en 1856, la première ébauche du Casino de Monte-Carlo voit le jour grâce à la volonté du prince Charles III de Monaco qui voulait développer la cité. En 1848, Monaco se trouve privé des trois quarts de son territoire, c'est-à-dire Menton et Roquebrune, qui sont devenus indépendants, qui ont demandé leur attachement à la France et qui assuraient les revenus de Monaco par la vente d'agrumes. Du coup, il a fallu trouver une solution pour développer et faire vivre Monaco. Et la princesse Caroline, la maman du prince Charles III, lui a soumis l'idée en fait, de faire comme ce qui se faisait en Allemagne, à Badenbourg par exemple, où on a associé thermalisme et les jeux. Le casino, alors petit, ne remplit pas les espoirs du prince, alors il décide de faire appel à François Blanc en 1863, un promoteur immobilier qui avait déjà fait ses preuves en Allemagne. Le casino était au départ une toute petite villa, dite villa à l'italienne, et François Blanc, quand il arrive, il agrandit le casino, il fait venir les plus grands artistes. En l'occurrence, après sa mort, mais c'est sa femme qui continuera son œuvre et son fils par la suite, en faisant appel à Charles Garnier pour l'opéra et 2 ans ou 3 ans plus tard pour la construction d'une des salles du casino. Charles Garnier, opéra, oui, vous avez bien entendu. L'architecte a fait un petit détour par Monaco pour construire cette salle d'opéra à la capacité de plus de 400 personnes qui a subi quelques petites modifications depuis. La salle n'était pas construite comme un opéra, mais comme une salle. Quand il l'a construite, c'était une salle de spectacle, donc avec un plancher plat et la loge princière qui était relevée par rapport, donc qui arrivait au même niveau que les 2 autres, mais avec un lustre qui descendait pendant les représentations à mi-hauteur et qui gênait en fait les gens de la loge princière. Et du coup, quelques années plus tard, il y a eu des modifications et pour donner l'aspect tel qu'on la connaît, qu'on voit aujourd'hui de la salle. Une architecture et des pièces qui nous font volontiers remonter le temps. Et en parlant de temps, vous remarquerez le grand nombre d'horloges présents dans le casino. Étrange, non ?
D'habitude, c'est plutôt l'inverse. On ne veut pas que les clients aient la notion du temps dans les établissements. Nous, c'est parce qu'au début du siècle, il y avait le train, et le train attendait les clients. Donc il ne fallait pas rater le train. Donc il y avait des horloges dans les salons de jeu du casino. N'oublions tout de même pas que nous sommes dans un établissement de jeux et d'argent, et à l'époque où la technologie et les caméras de surveillance n'existaient pas, Camille Blanc, le fils de François Blanc, avait une technique bien particulière pour repérer les tricheurs. Il se cachait derrière l'œil de bœuf que vous voyez derrière moi, pour surveiller ce qui se passait dans les salons de jeu, en fait. Il surveillait et ses croupiers, mais aussi les clients. Il aimait bien être au courant de ce qui se passait dans les salons de jeu. Qui dit salon de jeu dit également clients prestigieux qui préfèrent rester discrets. Alors de nombreuses salles privées sont disponibles et l'une d'elles permet même de s'éclipser ni vu ni connu. Les personnalités ou les gros clients qui ne veulent pas être vus ont la possibilité ou de sortir ou d'arriver évidemment par une petite porte dérobée qui les amène via un ascenseur directement à l'extérieur. Un bouton qui a plusieurs fois été actionné par Winston Churchill ou Jack Warner entre autres. Mais ce passage secret ne leur permettait pas de passer par l'atrium du casino et c'est bien dommage car un détail bien particulier leur a forcément échappé. Dans un esprit romain, les gigantesques colonnes ont l'apparence du marbre, mais en fait, elles sont en stuc, sauf l'une d'entre elles qui est bel et bien en marbre. Mais laquelle? Le mystère reste intact. De la Martinique au Rocher Princier de Monaco, le chef Marcel Ravin régale les palais des fins gourmets. Il est notre invité du jour. Attiré par la cuisine depuis tout petit, Marcel Ravin quitte sa Martinique natale à tout juste 20 ans pour un aller simple vers de prestigieuses cuisines françaises. Très vite, il comprend qu'il est arrivé dans un univers différent où les artichauts ont remplacé le manioc, mais déterminé, il apprivoise, fait ses gammes et apprend l'exigence de la gastronomie française. C'est en 2005 qu'il est choisi pour orchestrer les cuisines du Blue Bay à Monaco, où il remporte sa première étoile 10 ans plus tard. Riche de sa double culture, chaque plat que le chef conçoit est pensé comme un voyage qu'il adapte au gré de ses envies et ses émotions. Je cuisine à l'instinct parce que j'essaye de raconter des histoires dans mes assiettes. Nous ne sommes pas dans une cuisine de fusion. J'aime pas tellement cela parce que à vouloir faire trop de fusion, ça peut amener à la confusion, comme on dit souvent. Ce sont des plats de mémoire. Et après, au goût moderne. Et si c'est avant tout son instinct qui le guide, Marcel Ravin accorde une importance particulière au toucher. Le toucher est important parce que même quand vous prenez votre couteau à la main, vous devez sentir comment vous allez couper votre légume, votre poisson, votre viande. Et donc, ça, c'est important, le toucher. Et à partir du toucher, il y a une forme de légèreté qui se met en place. On se laisse porter au gré du vent. Et c'est comme ça que je cuisine et c'est pour ça que j'aime toucher. Et c'est pour ça que je le dis souvent à mes garçons, toucher le produit. Un sens encore plus développé car le chef a la chance d'avoir son propre potager dans l'hôtel grâce à Jessica Sbaralia qui développe les projets de potager urbain. Un potager de 400 mètres carrés aux variétés diverses métropolitaines mais aussi exotiques. Tomates, ananas, poivrons, chocolat, courges, épinards malabar, manioc ou encore moringa. Un projet qui tient à cœur au chef. C'est un potager qui lui est très représentatif, puisqu'on trouve beaucoup de choses qui lui correspondent et qui viennent de ses racines. Et après, on travaille souvent au début d'année, au milieu d'année aussi pour renouveler les cultures et puis savoir sur quelle carte il va partir au printemps, en automne, en fonction de ses envies. Et surtout, il a cette faculté de pouvoir s'inspirer aussi du jardin. Quand il est dedans, on le voit, il goûte, il sent, il compose. Et ça se voit, il est en train de composer une recette, une assiette dans sa tête. Et ça, tous les chefs ne sont pas capables de le faire et c'est très appréciable. Comme une véritable source d'inspiration, le chef vient régulièrement voir ses plants fructifier, goûter et toucher les fruits et légumes qui composeront ses assiettes. Et pour sublimer ses produits frais et toujours sourcés, il lui tenait à cœur de les mettre en scène grâce à un art de la table bien particulier qui ferait partie du voyage culinaire.
Inspiré de ses terres natales, Marcel a fait appel à une céramiste martiniquaise. Un projet qui a tout de suite plu à Frédéric Darnay, le directeur général du Monaco Bay & Resort. Je pense que j'ai rapidement intégré le projet. Et c'était l'élément différenciant et de repartir sur une histoire, sur du vécu, sur quelque chose qui existe, qu'on puisse toucher. Marcel a parlé du toucher, et là c'est toucher au niveau de l'âme. C'est-à-dire c'est pas simplement une assiette d'attente que vous mettez sur table dans les restaurants. Un souci du détail et une exigence que Marcel s'efforce de transmettre à ses équipes. Transmettre, c'est pas que de faire la cuisine. C'est aussi d'être conscient que ce que nous faisons a du sens parce qu'on rend les gens heureux. Et que ça demande bien sûr une énergie incroyable. Et non, c'est ça pour moi là aussi la transmission. C'est pas que d'apprendre à cuire une viande ou un poisson. C'est de faire comprendre à chacun qu'il y a un intérêt. Et donc ce qu'ils font a de l'intérêt et qu'eux ils soient fiers de cela. En quittant son rocher martiniquais pour son rocher monégasque, Marcel Ravin a emporté sa mémoire et sa culture pour cuisiner avec tout son cœur, tout en faisant voyager ses convives et transmettant son savoir-faire à ses équipes. Bonjour Marcel. Bonjour. Marcel, il y a un dicton qui dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, il faut se souvenir d'où on vient. Et pour vous, c'est doublement vrai pour votre cuisine d'une partie, mais aussi bien sûr pour vos origines martiniquaises. Oui, absolument. Je pense que vous ne pouvez pas toucher le cœur de l'autre si vous ne savez pas qui vous êtes. À partir du moment où moi j'ai appris avec le temps d'où je venais, je ne viens pas que d'une terre pure qui est la Martinique. C'est toute une histoire d'ADN. Et quand on connaît les Caraïbes, c'est ce mélange de culture, ce mélange de gens, ce mélange de peuples. Il y a une diversité énorme. Mais à travers la cuisine que je proposais, on me disait souvent, dans votre cuisine, on trouve qu'il y a des notes parfois asiatiques, on peut trouver des notes orientales et tout, etc. Et je me suis mis vraiment à chercher d'où ça venait. Et c'est de là que j'ai compris que j'avais une histoire. Et, vous portez cette histoire en vous. Absolument. Et donc c'est une forme c'est un peu mon ADN. Et j'aime à le dire, ma grand-mère avait des influences chinoises, mon grand-père africain, et le métissage de tout ça m'a permis à un moment donné de me poser la question, en faisant des recherches, pour comprendre c'était quoi l'histoire et le monde créole. Alors vous venez d'une fratrie de 4, oui. Et déjà quand vous avez 15 ans, pour aider votre maman, vous avez fait la cuisine à la maison, mais vous étiez déjà très inspiré par votre grand-mère, oui. Qui vivait en autosuffisance. Absolument, parce que aux Antilles, à la Martinique, on habitait à la campagne. Et bien sûr, ma grand-mère avait un jardin créole. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a donné le goût de la cuisine, parce qu'en plus, elle cuisinait ce qu'elle récoltait, ce qu'elle ramassait, ce qu'elle pêchait, et tout pour nous. Et on a toujours mangé comme ça. Donc votre palais gustatif se forme à ce moment-là au Martinique, avec toute la connaissance des produits qui va avec. Absolument. Et quand vous arrivez en France, ça a dû être un grand choc de voir un artichaut, une asperge, de la truffe, du caviar. Absolument. Absolument, parce que ça ne faisait pas partie de ma culture. Les légumes ici en métropole ne sont pas forcément les mêmes qu'à la Martinique. Donc comment vous avez appris rapidement? Ça a été très dur. J'ai eu la chance d'avoir une maman. Quand je lui ai dit, maman, je crois que ce monde n'est pas fait pour moi, je veux rentrer au pays. Elle m'a dit, non, tu es parti pour quelque chose, tu restes. Alors, après avoir pleuré longuement, je me suis un peu bousculé en allant rencontrer et tout sur les marchés, aller sur les marchés au plus près des producteurs, des agriculteurs, des paysans. Et j'avais toujours, que j'ai encore, un petit cahier où je notais ce que je pouvais apprendre et échanger avec l'autre. Et j'ai appris le terroir comme ça. Et ça m'a constitué un palais, comme j'aime à dire, qui est mental. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes en cuisine, oui. Aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous motive encore et toujours d'y retourner?
Et parfois, je me pose aussi à moi-même la question. Mais c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai voulu être cuisinier. Vous savez, je suis passé par des étapes très compliquées, difficiles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, que ce soit d'excellence, étoilé Michelin, reconnu dans la profession, qu'il faut finalement se dire, bon, ça y est, c'est fini, c'est acquis. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et je suis dans une région aussi qui me permet encore de garder toujours cette envie, cette motivation, parce que chaque fois que je me balade dans mes jardins, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je découvre toujours quelque chose. Ça peut être une pousse, ça peut être une fleur, ça peut être une herbe, et tout, un légume. Et ça recrée de l'envie. Ça donne du bonheur. C'est mon terrain de jeu. Je ne sais faire que ça et je ne veux faire que ça. Merci, chef. Merci. Toujours dans la thématique tête couronnée, mais à Paris cette fois, voici 3 adresses royales. Voyage dans un sillon monarchique. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et mis notre plus belle couronne pour suivre les pas des rois de France. Pour commencer, rendez-vous aux Archives nationales, au centre de sigillographie. Vous vous demandez sans doute ce que c'est ? Eh bien, c'est l'étude des sceaux, ces pièces de cire qui servaient il y a bien longtemps à cacheter les documents officiels pour garantir leur authenticité. Et bien sûr, un peu comme une carte d'identité à l'ancienne, chaque roi avait son sceau. La première commande royale qui est lancée dès la succession, dans les heures qui suivent la succession, c'est une commande du sceau de la matrice royale qui va manifester donc les réalités du pouvoir du nouveau souverain. Donc ça nous donne beaucoup d'informations sur comment le pouvoir royal se représente en France. Des Mérovingiens à Napoléon III, cette représentation s'est un peu customisée. Les sceaux ont pris quelques tailles et l'image même du roi s'est affinée, gagnant en détails et en attributs. Exemple avec ces sceaux du XIIe et du XIIIe siècle, l'époque de Saint-Louis. On y voit le roi désormais figé dans sa représentation de majesté, dit-on, c'est-à-dire assis sur un fauteuil qui est un fauteuil avec des protomées de lion ou de dragon. Il a sa couronne, il a un sceptre long, un fleuron dans l'autre main, et puis donc ce manteau qui est agrafé sur le côté, sur son épaule. Plus de 60 000 moulages de sceaux, royaux ou non, sont conservés ici. Réalisés entre 1830 et 1930, à une époque où il n'y avait pas de photos, ils permettent de conserver en 3D ces témoignages d'un temps bien révolu. Si vous passez par le 10e arrondissement de Paris, vous ne pouvez franchement pas les rater, les portes Saint-Denis et Saint-Martin. Monumentales, elles ont été construites à la demande du roi Louis XIV pour célébrer ses victoires militaires en toute simplicité. La première, en 1672, raconte le succès du roi en Hollande. Elle montre comment l'armée a passé le Rhin et dépeint la Hollande comme une femme accablée. Un peu macho, non ? Il ne faudrait surtout pas oublier la prise de la très fortifiée ville de Maastricht. Alors, elle figure sur la face nord, martiale. En 1674, c'est la porte Saint-Martin à quelques pas qui se dresse. De son côté, elle retrace les triomphes du roi en Franche-Comté. Sur l'un des bas-reliefs, un Louis XIV herculéen piétine nonchalamment ses ennemis et se fait couronner des lauriers de la victoire, sans prétention. Il fallait bien ces 2 portes sous la pluie pour le roi Soleil. On termine sur une note plus légère et gourmande chez Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris, ouverte en 1730. Nicolas Storer était le pâtissier attitré du roi de Pologne. Mais quand Marie Lisinska, la fille de ce dernier, a rejoint la France pour épouser Louis XV, le roi, bon prince, a laissé son fidèle cordon bleu l'accompagner. Après un passage à Versailles, le pâtissier a ouvert sa propre maison et en près de 3 siècles d'existence, le lieu a gardé un certain cachet et figure même parmi les monuments historiques. Tout l'intérieur du magasin a été peint par Paul Baudry, qui a entre autres peint les foyers de l'Opéra de Paris. Donc nous c'est un décor historique qu'on a vraiment envie de préserver au maximum. C'est un décor qui est unique au monde. On a la chance d'avoir le magasin d'abord qui a été préservé depuis 1730, ce qui est presque miraculeux.
Et au rayon des miracles, on trouve ces alléchantes vitrines de gâteaux et leur vedette, le baba au rhum. Dessert signé Nicolas Storer, car le roi de Pologne trouvait le kouglof trop sec. Il a ravi les papilles des Polonais comme des Versaillais et séduit toujours les Parisiens gourmands. Ce qui est fou, c'est que après autant d'années, autant de siècles derrière cette royauté, on est encore là et on fabrique encore ce fameux baba au rhum. Et c'est ça qui a un côté magique, c'est qu'on sent vraiment une âme dans ce lieu, grâce à ce baba, grâce à ce lieu. Ne partez pas sans avoir goûté les Puits d'amour, création d'époque également, dont les peintures font la réclame. Et voilà, vous êtes prêts à passer la journée dans la peau d'un monarque contemporain. Marqueterie, tapisserie, broderie et bien d'autres savoir-faire se côtoient dans les ateliers de fabrication du Casino de Monte-Carlo. Focus 100% artisanat. Roulette, blackjack, banco ou encore poker, tout autant de tables de jeu que l'on retrouve dans les casinos. On raconte que les premiers casinos virent le jour au milieu du XVIIIe siècle à Venise, et casino veut dire petite maison en italien. Au fil du temps, ces petites maisons devinrent de grands établissements de jeu et traversèrent les frontières pour s'installer notamment sur les bords de la Méditerranée, à Monte-Carlo en 1863. Un casino qui développe son propre atelier, mêlant création, restauration et entretien des tables de jeu. Et pour découvrir ces artisanats si particuliers, nous retrouvons Jérôme Tachoir, le responsable de l'atelier des jeux de Monte-Carlo. Les ateliers ont été créés avec le casino. Il faut savoir que les cylindres de roulette ont été fabriqués par les premiers artisans à l'origine du casino. Donc c'est eux qui ont inventé cette forme. C'est une forme unique. Il n'y a pas d'autre cylindre dans le monde qui ait cette forme. Et pour confectionner ou restaurer une table, plusieurs corps de métier sont nécessaires. Il y a en premier lieu les ébénistes qui travaillent sur le cylindre de roulette. Aussi au niveau mécanique des tourneurs-fraiseurs pour tout ce qui est partie mécanique. Mais aussi les tapissiers qui font la pose du tapis, la pose du cuir, la coloration du cuir, la broderie et un imprimeur pour l'impression des tapis. Et si on allait faire un tour dans ces fameux ateliers pour voir les artisans à l'œuvre? Attention, le lieu est gardé secret, alors c'est un réel privilège de pouvoir y accéder. Et notre visite débute avec Greg, tapissier, qui est justement en train de changer le tapis d'une table. Après avoir enlevé le tapis endommagé, il faut préparer le nouveau, fait en laine vierge avec une teinte aux couleurs du casino, rien que ça. Une teinture à la recette particulière qui permet de faire cette décoloration jaune si reconnaissable. Une fois le tissu décoloré et brodé, il peut maintenant être placé sur la table. Là, j'appointe le tapis aux dimensions pour après faire l'agrafage. Et en même temps, je le tends plusieurs fois pour éviter qu'il se détende. Vu que tous les jours, il est aspiré, éviter qu'il se plisse ou qu'il se détende. Un tapis se change tous les 2 à 3 mois, ce qui demande d'avoir toujours une longueur d'avance. Et à votre avis, à quoi sont dues ces usures si fréquentes? Elles sont dues généralement aux croupiers qui sont ici. Donc une usure parce qu'ils travaillent beaucoup au niveau du tapis. Un petit peu au niveau des clients aussi. Des bordures en cuir, des fois un petit peu des marques. On vous a vu, vous? Oui, vous. Attention aux bordures. Changées en même temps que le tapis, les bordures sont en cuir de taurillon, un cuir réputé pour être plus robuste que le cuir de vache. Dans ce cas précis, Greg va dégrafer le cuir des bordures, garder la mousse et la structure, puis remplacer le cuir. Encore faut-il avoir la bonne couleur, débute alors un véritable travail de recherche. Donc là, je vais faire des essais de teinte pour retrouver le bon cuir exact. Donc là, je fais au tampon avec un bout de mousse pour vérifier que ma teinte soit bonne, pour vérifier que le coloris s'approche du cuir exact. Après la broderie et la tapisserie, place à la menuiserie où marqueterie, ébénisterie et vernissage se donnent le change. Ici aussi, ces savoir-faire propres au casino sont transmis depuis des générations. On part de zéro, on part juste de la base blanche. Et nous, après, c'est nous qui faisons tous les décors par-dessus. Alors là, je prépare une couronne pour pouvoir la vernir. Donc, il y a déjà une couche de vernis, quelques couches de vernis dessus. Donc, je la ponce pour pouvoir la revernir ensuite.
Un vernissage qui demande de prendre de grandes précautions à cause des produits chimiques contenus dans le vernis avant séchage. Tout un artisanat rare et propre au Casino qui allie savoir-faire manuel et nouvelles technologies. Notre émission spéciale Monaco est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.